oui, on voit les choses se dégrader depuis maintenant une dizaine de jours avec une accélération qu'on a connue en tout début de semaine, en particulier sur la réanimation, puisque que ce soit sur le nombre de patients hospitalisés au sein des services de médecine ou que ce soit sur les soins critiques, nous sommes sur un niveau que nous n'avions jamais atteint au cours de la première vague, puisqu'en début de semaine, nous étions à 30 patients hospitalisés, dont 9 dans le service de réanimation. Actuellement, la situation se stabilise un petit peu, c'est-à-dire que certains patients ont pu sortir, en particulier à destination de services de SSR du territoire. Donc nous sommes sur 12 patients encore hospitalisés dans les services de médecine polyvalente et 5 sur différents services de médecine de spécialité. Par contre, nous avons toujours nos 9 patients entre la réanimation et le service de soins continus. Oui, le variant anglais joue, d'une part par sa contagiosité. Il faut savoir que sur la région, comme au niveau du territoire national, on est maintenant sur 75-80% de variants anglais. C'est une souche effectivement qui est plus contagieuse que la souche de base et qui également est plus virulente, qui entraîne des formes plus sévères dans à peu près 65% des cas et également des formes avec plus de complications. Donc on a plus de sujets jeunes touchés. On a constaté une diminution de la moyenne d'âge des patients en réanimation. Nous sommes actuellement sur une tranche de patients 55-65 ans. Nous avons même actuellement une patiente dont l'âge est inférieur à 50 ans. Et nous sommes également sur des patients qui ont moins de comorbidité que sur la première et sur la deuxième vague. La comorbidité qu'on retrouve encore de manière constante, c'est le surpoids. Alors, on reste toujours sur des complications essentiellement respiratoires qui les conduisent dans le service de réanimation avec des besoins en oxygène qui sont de plus en plus importants, toujours des images de scanner qui restent impressionnantes sur le plan du scanner thoracique. Et donc après une deuxième vague où on avait réussi à éviter les prises en charge invasives, où on endormait les patients et où on les laissait donc sous sédation pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour qu'ils puissent supporter le respirateur, on est malheureusement revenu à une prise en charge qu'on connaissait sur la première vague, avec donc cette prise en charge invasive et donc cette consommation de produits qui concernent également l'anesthésie et le bloc opératoire et qui commencent à être en tension comme sur d'autres parties du territoire. Est-ce que le fait que ces patients soient plus jeunes, est-ce qu'on arrive peut-être d'avoir moins de décès en tout cas? Est-ce qu'ils peuvent plus s'en sortir et retourner dans des services de soins de suite Alors effectivement, on a moins de décès que sur la première vague. D'abord parce qu'on s'est amélioré sur les techniques de prise en charge et puis probablement effectivement parce qu'il y a moins de comorbidité et donc derrière moins de défaillance d'organes comme on pouvait le constater en termes de complications sur la première vague. Ce qu'on constate quand même malgré tout, c'est que effectivement il y a probablement une lassitude dans la population en général qui fait que les consignes, en particulier en termes de limitation du nombre de personnes pour les réunions familiales, sont probablement moins bien respectées. Et je pense entre autres à une patiente qu'on a eue au début du mois dernier, qui est arrivée chez nous après une raclette organisée en famille. Donc voilà, effectivement c'est dommage, mais c'est probablement aussi une des explications. Ça et le fait que la contagiosité du variant anglais est plus importante et que donc il suffit qu'on baisse la garde pour malheureusement constater des disséminations plus importantes. On a quand même pas mal d'espoir fondé là-dessus, c'est la limitation des déplacements entre les régions. Et au moment où on arrivait vers des périodes de vacances scolaires où on savait que de toute manière il allait y avoir des brassages de population, en particulier avec des gens qui allaient descendre sur l'Occitanie, on peut espérer que ça va freiner un petit peu les choses. En tout cas, il le faut parce que effectivement, nos professionnels commencent à être un peu épuisés, d'autant qu'on nous demande d'être sur tous les fronts, non seulement celui effectivement qui relève de nos missions à l'hôpital avec la prise en charge des patients les plus graves, mais également sur le front de la vaccination. Les lits de réanimation, normalement, en réanimation, on a 8 lits de réanimation autorisés. Donc on a déjà dépassé nos capacités autorisées. Si on met en place une nouvelle organisation au niveau de l'AREA, on pourrait aller jusqu'à 16
patients en réanimation pour du Covid. Sauf qu'il n'y a pas que le Covid. Donc ça veut dire qu'il faudra quand même qu'on maintienne une capacité en réanimation pour des patients qui n'ont pas le Covid. Et là, ça nécessite d'installer une deuxième réanimation quelque part ailleurs dans l'hôpital. Donc ça, c'est une première question sur laquelle on travaille. Et puis par ailleurs, la compétence des médecins, des soignants en réanimation, c'est une compétence très spécifique. On ne s'improvise pas réanimateur ou soignant en réanimation. Donc pour mobiliser des ressources en interne, c'est compliqué. Il faut accompagner les gens. Envisager, recruter des personnes de l'extérieur pour venir renforcer la réanimation, c'est très très compliqué. C'est même quasiment impossible. Voilà. Donc ça aura pour conséquence des réorganisations en interne, mais aussi, vraisemblablement, si la vague continue à augmenter, on sera à nouveau amené, ce qu'on s'est efforcé de ne pas faire dans la mesure du possible et de repousser au maximum, c'est de déprogrammer des activités non Covid. Donc là, il n'y a pas de déprogrammation en ce moment, mais ça peut arriver. En ce moment, on a commencé à limiter les programmations pour les activités non Covid. On le fait vraiment de façon adaptée, en revoyant les choses au jour le jour. Hein. Mais si on voit de toute façon l'activité de réanimation augmenter, on n'aura pas le choix. On sera obligé à nouveau de réduire de façon très importante l'activité programmée. On aura atteint les capacités maximales de la réanimation à 16 patients. On ne pourra pas aller au-delà, ou alors à prendre des patients dans des conditions qui sont vraiment pas adaptées. Ah oui, donc là on est à 9, on n'a plus de la moitié. Oui, ça, oui. Ah oui. Donc, ensuite, vous le savez, je pense que les hospitaliers ont témoigné au niveau national de leur capacité à s'adapter en permanence pour essayer de trouver les solutions les plus favorables aux patients qu'on a à prendre en charge. Donc quand les gens arrivent qui nécessitent d'être hospitalisés, on essaie de trouver la meilleure solution pour eux. On n'est pas encore dans une situation qui peut exister dans des régions qui sont beaucoup plus touchées par l'épidémie que nous, l'Île-de-France, les Hauts-de-France ou l'Est, où là, certains médecins réanimateurs ont annoncé qu'ils se retrouvaient parfois en situation de devoir arbitrer, puisqu'ils n'ont plus d'autre place, entre les patients qui doivent être pris en charge en réanimation et ceux qui ne peuvent pas. Voilà, donc on n'est pas dans cette situation dans le département de l'Aude, mais il faut vraiment être très, très attentif à respecter toutes les mesures pour éviter de se retrouver dans ce cas-là.